Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En direct de la foire de Paris et en public, nous retrouvons Franck Ferrand pour de nouvelles histoires. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est samedi prochain, le 7 mai, que seront remis ici même les prix du concours Lépine. Alors dans un instant, je vais vous raconter ce qu'a été le premier concours Lépine en 1901. Et puis juste après, avec mes invités, Jérôme Bonaldi et Sven Ortoli, eh bien, nous reviendrons sur un certain nombre de ces inventions qui ont changé notre vie, des plus sérieuses aux plus loufoques. Alors c'est le moment, chers auditeurs, d'adresser vos questions, des plus sérieuses aux plus loufoques, pour prendre votre expression, Franck. Site internet d'Europe 1 ou bien la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Voilà, une histoire qu'on aurait pu qualifier cet après-midi d'histoire souriante. Vous allez voir que néanmoins, l'invention est bien au cœur même de notre civilisation. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Louis Lépine, on aurait bien surpris ce préfet de police, un homme actif, débordant d'énergie, en lui annonçant que son nom serait sauvé de l'oubli à cause du concours, au départ concours de jouets, dont il a eu l'idée. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit concours de jouets. On est alors en 1901. Les petits jouets français sont très réputés à l'étranger parce que on leur reconnaît beaucoup de qualité, beaucoup de goût, une certaine inventivité aussi. Il n'empêche, c'est un artisanat qui va mal. Et le quartier du Temple, à Paris, où se concentrent les petites fabriques de jouets, souffre terriblement de la concurrence des jouets étrangers et notamment des jouets allemands. Les fabricants, quasiment tous indépendants à leur compte, vous savez, on est exactement dans le cadre de ce qu'on appelait au 19e siècle l'artisanat en chambre. Les fabricants vivent de plus en plus mal de cet artisanat et la plupart d'entre eux se mettent depuis quelque temps à vendre à la sauvette un certain nombre de babioles. Alors on les trouve dans les rues, sur les boulevards de Paris, sur les quais de la Seine. On les retrouve dans les quartiers fréquentés où ils font concurrence aux boutiquiers déjà installés, à ceux qui ont pignon sur rue, et tout ça, évidemment, ça fait désordre. Et ça gêne la maréchaussée qui s'en mêle. Les hirondelles, comme on appelait à l'époque les agents de police, font la chasse à ces vendeurs à la sauvette. Simplement, ils sont bientôt dépassés par le nombre. Et ça devient un tel problème à Paris que le dossier atterrit sur le bureau de l'adjoint du préfet de police, monsieur Émile Laurent, qui finit par en parler à son patron, au préfet de police lui-même. Or, le préfet, donc Louis Lépine, va réagir avec une certaine intelligence. Plutôt que de doubler ou de multiplier les rondes de police et de faire littéralement une guerre à ces vendeurs à la sauvette, il va essayer, ou en tout cas en même temps, il va essayer d'attaquer le problème à la racine et d'essayer de comprendre pourquoi ces artisans en sont réduits à vendre comme ça, à faire de la vente clandestine. Il faut redonner, dit-il à ces gens, l'envie de se battre pour leur métier. Et pour leur donner cette envie, eh bien, toutes les idées sont bonnes à prendre. Alors, Louis Lépine gamberge, il se demande comment il pourrait y arriver. Et puis finalement, il a une idée. Il dit on va instaurer un concours de jouets et de bibelots. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes artisans qui fabriquent. Vous savez, c'est ce qu'on appelait à l'époque les articles de Paris. Le préfet de police, faut vous l'imaginer, c'est un homme sec, je vous ai dit très énergique, presque chauve, avec une petite barbichette pointue, toute blanche. Il se prend au jeu. Ce concours devient très vite sa danseuse, son passe-temps. Il rédige lui-même tout un règlement. Il fait passer des annonces dans la presse. Il publie des affiches qui sont bleues sur fond blanc. Alors le règlement, il se résume à peu de choses. Il faut, pour participer à ce fameux concours de jouets et bibelots, il faut être français, puisque le but est de dynamiser l'artisanat parisien contre la concurrence étrangère. Il faut présenter un article de Paris de moins de 3 francs à la vente. Ça, c'est pour éviter que ne débarquent des locomotives à vapeur sur les stands du concours. Et puis, il faut que cet article ait quelque chose de nouveau, qu'il apporte un élément qui n'existait pas jusqu'ici. Ça, c'est l'essentiel. C'est ce mot « nouveau ». On peut bien dire que le concours sera dès lors un concours d'invention.
Malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les candidats ne se bousculent pas au portillon. Il faut trouver un moyen de les motiver. Et pour ce faire, Laurent, donc toujours l'adjoint du préfet, va avoir une idée. Il décide de faire bénéficier les concurrents, les candidats, tous ceux qui vont présenter donc un petit article vont bénéficier d'une protection juridique contre la concurrence, contre la copie et le plagiat, ce qui va faire peu à peu du concours une sorte de substitut d'un dépôt de brevet. C'est un dépôt de brevet gratuit, si vous voulez. Alors, la protection ne dure pas très longtemps, mais suffisamment pour des petits objets comme cela pour être à l'abri d'une concurrence sauvage. Cette idée d'Émile Laurent est essentielle parce qu'elle va définitivement marquer l'esprit du concours Lépine. Finalement, la première édition du concours, qui d'ailleurs à l'époque ne porte pas encore le nom du préfet Lépine, cette première édition va mobiliser quand même quelques 370 candidats qui présenteront plus de 700 inventions, ce qui veut dire que certains candidats vont jusqu'à présenter 10 objets, 10 inventions différentes. Alors, on a évidemment essayé de donner un peu d'allure à tout ça. On a tendu le grand hall du tribunal de commerce en velours rouge. On l'a agrémenté de plantes vertes. Tout ça sur la cassette, sur les deniers du préfet Lépine. Et l'on organise donc le concours. Il y aura 50 médailles qui seront distribuées en 1901, des médailles d'or, de vermeil et de bronze. Et puis, un prix de 7000 francs en espèces, ce qui est une très grosse somme à cette époque. Et quelques lots en nature. J'ai relevé parmi les lots un abonnement d'1 an au Châtelet, par exemple. Enfin, il y avait toutes sortes. On voit qu'on a fait appel pour doter ce prix à la générosité publique. Finalement, c'est un jury de personnalités très distinguées qui va se pencher sur toutes les inventions. Il y a là pas mal d'élus, il y a des académiciens, des scientifiques renommés, etc. L'exposition des articles a un succès incroyable, grâce notamment à la publicité que lui a donnée le préfet de police, puisque 125 000 curieux vont se précipiter au tribunal de commerce pour assister à cette première exposition. Et parmi ces curieux, il y a carrément la femme du président de la République, Madame Loubet. Et le 1er décembre, on proclame donc les résultats. Alors c'est un peu décevant aujourd'hui quand on lit les résultats de ce premier concours Lépine. Le premier prix va à un certain Monsieur Schall pour un jeu de société assez compliqué. Du reste, un jeu d'œillet qui a visiblement beaucoup plu au public. Le deuxième prix à un certain Monsieur Bousquet qui a fabriqué un petit automate. Vous savez, c'est un pianiste qui joue des airs connus. Le troisième prix à un Monsieur Foucault pour un lot de petits jouets qui sont mus par de petits moteurs rotatifs. Vous voyez bien qu'il y a quand même cette notion déjà de technique, d'invention technique. Évidemment, le premier concours du préfet Lépine serait resté un charmant fait divers et à ce titre, il serait aujourd'hui complètement oublié s'il n'avait peu à peu pris de l'extension de l'ampleur. Il connaîtra bientôt une deuxième, une troisième, une quatrième édition, etc., etc. Dans les années 1910, il devient un véritable concours d'invention relayé par la Société des petits fabricants et inventeurs français, qui deviendra la IFF plus tard, l'Association des inventeurs et des fabricants français. Et au sein de cette organisation, évidemment, on a l'idée de promouvoir de plus en plus l'événement. Et c'est là que va naître, sur le modèle de la foire de Leipzig, l'idée d'une foire de Paris qui, au départ, est une foire aux échantillons. La première foire de Paris, elle se tient au marché du Temple en 1904. Et le point culminant de la foire, c'est évidemment le concours d'inventeurs qui, déjà, à cette époque, est baptisé du nom du préfet encore en exercice. C'est devenu le concours Lépine. Je vous ai dit qu'on remettrait samedi prochain les prix du concours Lépine, ici même à la foire de Paris. Cela fait 110 ans que ce concours existe et il est devenu maintenant un événement de renommée internationale. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur europe1.fr puisque Franck est toujours en direct et en public de la foire de Paris. Ici à la foire de Paris et avec mes invités puisque notre récit était extrêmement court aujourd'hui. Je veux laisser le temps à nos géotrouve-tout d'aujourd'hui de nous parler des inventeurs. Alors on ne présente pas Jérôme Bonaldi mais on a le droit de l'applaudir évidemment.
Et puis Sven Ortoli, qui est journaliste et écrivain, auteur de La baignoire d'Archimède, petite mythologie de la science. C'est en collaboration avec Nicolas Witowski et c'était aux éditions du Seuil. Entre autres, hein, vous participez aussi à la rédaction du magazine Philosophie. On voit, rien qu'à vous voir comme ça, on sent que vous aimez les inventeurs, que vous aimez les Léonard de Vinci d'aujourd'hui, Jérôme Bonaldi. Ça fait partie de vos amis, en quelque sorte, presque naturels. Il y a 3 choses qu'on puisse faire de la naissance jusqu'à la mort. C'est pas le sexe, de la naissance jusqu'à la mort, j'ai dit. C'est manger et le trip des synapses, le pied des neurones. Ah oui. L'invention. Quand on découvre quelque chose, on dit « Ah, c'est marrant. Ah, tiens, c'est pas con ce truc-là. Ah, tiens, c'est malin », ça procure du plaisir. Et c'est un plaisir qu'on peut avoir de bébé jusqu'à... Et ça n'a pas d'âge et ça se renouvelle sans âge. Alors ce terme d'invention, il vaut aussi pour les trésors, il faut le savoir, il vaut pour les choses qui existent depuis longtemps. Nous autres historiens, lorsque dans certains fonds d'archives nous tombons sur la pépite de temps en temps, on a les poils qui se dressent et on a l'impression d'être un inventeur. Il y a de la joie, il y a de la... Ah oui, il y a une immense joie, c'est de la lumière littéralement. Mais les inventeurs dont nous allons parler aujourd'hui sont des gens qui sont... aux avant-postes du progrès, en quelque sorte. Je pense que l'invention et le progrès sont des notions relativement inséparables, Sven Ortoli. Non seulement elles sont inséparables, mais elles sont même en train un peu de se séparer aujourd'hui, puisque la notion même de progrès a pris un coup dans l'aile depuis le XXe siècle. Oui. Mais elle est fondamentalement, elle reste, ce que disait Jérôme, à savoir quelque chose d'extrêmement joyeux. Oui, il y a toute une partie de l'opinion qui aujourd'hui fait un peu arrière-toute. En fait, aujourd'hui, qui a envie de se projeter dans un futur qui paraît sombre, qui paraît plein d'inventions? Alors Dieu merci. Et c'est fondamental d'avoir cette envie de se projeter dans le futur. Sinon, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Mais en termes d'invention, et je trouve que c'est une des vertus. Moi, j'ai remarqué depuis une vingtaine d'années dans le monde des sciences que on s'intéressait un petit peu moins aux sciences que lorsque j'ai commencé dans les années 80. Pourquoi on s'intéresse moins aux sciences? C'est pas seulement parce que la science, on en parle mal, mais c'est aussi parce que les inventions dont on parle aujourd'hui étaient soit moins mises à l'honneur, soit un peu plus difficiles à comprendre peut-être. Mais on reste, avec cette idée d'invention, on reste dans le monde de Jules Verne. On reste d'une manière ou d'une autre lié au 19e siècle. On a parlé de Léonard de Vinci, on a parlé de Jules Verne, on parlera d'Archimède, etc. Toutes ces figures tutélaires de l'invention et que je réserve, si vous le voulez bien, plutôt pour la deuxième partie de cette émission. J'aimerais déjà... Oui, pardon Jérôme. La notion d'invention et de progrès, elle est très nette et moi je la vois depuis très très longtemps. C'est les concours d'inventeurs ou les concours de jeunes inventeurs. C'est pas un hasard si ça marche très bien aux États-Unis et au Japon. 2 pays qui, dans la culture, encore croient au progrès. Mais oui. Qui invente aujourd'hui demain on fera du tourisme spatial. L'esprit de l'an 2000, hein. Dans l'an 2000 on fera ça puis on inventera des trucs. Qui invente ces choses-là? C'est pas en Europe. Le vieux continent. C'est aux États-Unis et au Japon. Enfin, quand même, nous avons ce concours Lépine dont j'ai raconté la toute naissance. Il a connu ses heures de gloire entre les 2 guerres, le concours Lépine. Hein. C'est vraiment le grand événement des années 20-30. Au moment d'ailleurs où il était hébergé à la Foire de Paris, qui était un immense événement. Ah, c'était un gros événement qui durait très longtemps. Oui, et puis c'est la période la plus flamboyante. C'est le grand feu d'artifice entre les 2 guerres, avant la Deuxième Guerre, où on croit encore qu'on va pouvoir échapper d'ailleurs à la guerre par le progrès. On va pouvoir avoir des applications de la science qui s'appellent la technologie. C'est ça. C'est le moment ou jamais de rendre hommage à la Foire de Paris, puisque nous y sommes là depuis quelques jours. Oui. Hein. Nous avons fait ces émissions en direct jeudi, hier et avant-hier. Et cette foire de Paris, après la guerre en 59, quand il s'agit de relancer tout ça, quand il s'agit de profiter du décollage de l'économie, c'est bien la foire de Paris qui redevient encore l'emblème de cette espèce de croissance, de foi dans le progrès, dans l'avenir. Il suffit de regarder le public qui vient ici pour s'apercevoir que d'année en année, il y a toujours cette espèce de joie, de plaisir à venir ici en famille, à regarder des inventions parfois totalement farfelues, mais c'est un plaisir, et d'ailleurs c'est un plaisir familial. Oui, tout à fait. Et à l'époque, il existait le salon des arts ménagers. On avait encore des choses nouvelles à regarder. Maintenant, les nouvelles machines à laver, elles ça fait plutôt peur. Ça, oui. Il y avait aussi un salon de l'enfance. Avec l'obsolescence programmée, on sait qu'elle sera en panne dans 3 ans, donc c'est toujours un peu embêtant, forcément. Non. Alors, revenons, ça c'est mon mauvais esprit. Oui, mauvais esprit. Revenons à ce concours Lépine. Est-ce qu'on peut signaler des grandes inventions qui sont nées dans
dans le cadre de ce concours Lépine? Est-ce que finalement c'est resté un concours anecdotique, ou est-ce que c'est devenu quelque chose d'important dans la vie technique et technologique? Sven Ortoli. Sur le plan symbolique, c'est un concours extrêmement important. C'est finalement la plus belle invention du concours Lépine, c'est le concours lui-même. C'est ça la grande réussite. Lépine, c'est un type. Voilà, justement, le préfet Lépine, c'est un personnage. Il croit au progrès. Alors, il y croit, et c'est un redoutable préfet de police, c'est lui qui invente la police moderne. Il invente tout, il invente même le sens giratoire. Donc c'est un inventeur aussi. Il essaye d'inventer des policiers bilingues, mais ça il réussit jusqu'au moins bout bien. des ongles, lui. Il aimait bien l'ordre. Hein. Ouais. Alors il aimait beaucoup l'ordre, à tel point qu'il a inventé aussi les méthodes de répression des manifestations. Mais voilà, il est dans son rôle du 19e siècle. Et encore une fois, la plus belle invention, c'est celle-là. Elle perdure encore. Elle a d'autres manifestations pour les jeunes, dont parlait Jérôme, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs. Alors, le concours Lépine, est-ce qu'il y a des grandes inventions quand on est là-dedans? Je pense que les grandes inventions, elles n'ont pas besoin du concours Lépine. C'est pas très gentil ce que je dis là, mais c'est un peu vrai. Si l'invention est belle, elle est évidente, elle va marcher avec ou sans Lépine. Alors, le concours Lépine dit par exemple, il y a un certain jour, monsieur Mantelet est arrivé et il avait un épluche patate. Ça a donné Moulinex, certes. Est-ce que c'est grâce à Lépine? Peut-être, mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu Lépine, je pense que, connaissant Mantelet, connaissant son produit, son sens du commerce, il aurait fait Moulinex. Mais en tout cas, il n'est pas innocent que ce soit dans ce cadre-là qu'il l'ait fait connaître. Oui. Je vous propose d'écouter Claude Hostier au concours Lépine. Au concours Lépine, il y a des inventeurs, des trucs à bobine, qui ont coûté de la sueur, turbins et turbines, à voile à vapeur et de la vaseline pour remplacer le beurre. J'ai même vu machine avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur est végétarienne et mon beau-frère qui est arien aime ma cousine Germaine. Et je me dis, ça rime à rien. Claude Hostier sur Europe 1 au concours Lépine. Restez avec nous, c'est le sujet du jour de l'émission de Franck Ferrand qu'on retrouve dans un très court instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et Foire de Paris oblige, on s'intéresse aujourd'hui au concours Lépine sur Europe 1, Franck. Et aux grandes inventions et aux inventeurs. C'est Olivier qui nous dit sur Facebook que chaque époque et chaque région a eu ses inventeurs, humbles ou dévoués, et qu'on ne leur rend pas assez hommage. Eh bien, il l'a fait lui dans un ouvrage qui s'appelle Les inventeurs célèbres de Bourgogne, d'Olivier Grandjean. Eh bien, nous rendons hommage à un certain nombre d'inventeurs. Alors, on a toujours l'impression que tout existe de toute éternité. Je me suis rendu compte, moi, en donnant des conférences à droite et à gauche, que la plupart des gens considèrent que tout est toujours là. On ne sait même plus de quand ça date. Par exemple, la machine à calculer, voilà une chose qui a bien avant l'ordinateur a fait l'objet alors de beaucoup de tâtonnements depuis la Chine ancienne avec tous les bouliers, etc. Exactement. Mais la première machine à calculer, c'est quand même pas n'importe qui l'invente. C'est Pascal. Et puis ensuite, Avec la brouette. avec la brouette. Il a inventé aussi la brouette. Babbage aussi, non? Après, un siècle plus tard, non? Et puis Burroughs, 50 ans, après, la machine. Alors là, il y a toute une bien filiation, sûr. en fait. Chaque invention a une filiation extraordinaire dont les racines remontent loin. Sauf, c'est aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans un rythme de création, que ce soit le laser, les hologrammes, etc. Toutes sortes de choses qui sont arrivées à un moment dans les dernières 40 années. Est-ce qu'on peut dire que les anciennes inventions sont toujours des perfectionnements? Dans le cas du laser, c'est pas le cas. Non, c'est pour ça que je parle des Non, anciennes inventions. Oui. Non, c'est pas. Non, un perfectionnement, ce serait trop peu dire. Une histoire, c'est pas simplement quelque chose. Il y a quand même quelques révolutions dans oui, tout bien ça. sûr. Il y a des révolutions, comme il y a des révolutions en technique, comme il y a des révolutions en sciences. Et les unes amènent parfois les autres. C'est pas toujours dans cet ordre-là. C'est comme un séisme, il y a toujours des moments précurseurs. On peut sentir un petit peu avant que ça va naître. Par exemple, à un moment où arrivent, et très très vite, les rayons X, en fait, il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites avant sur le scintillement, sur les rayons gamma, et sur... ça n'est pas arrivé par hasard. Il faut être génial. Il y a un moment, il y a une césure, il y a une cassure, et paf, on passe Il y a énormément de choses qui sont réinventées. Je pense à l'imprimerie de Gutenberg, par exemple, les caractères mobiles d'imprimerie, le fait d'avoir ces planches qui permettent d'imprimer indéfiniment des textes, etc. Ça avait d'abord été découvert quand même par les Chinois, et puis Gutenberg redécouvre ça.
Par les Chinois, bon, il y avait un petit peu de protectionnisme intellectuel de notre part, en ne reconnaissant pas l'histoire de la Chine, ce que le très grand intellectuel Joseph Needham a fait par la suite. Mais à chaque fois qu'on se pose la question qui a été le premier pour une invention, on se retrouve dans une espèce de maquis à la Corse où il y a des tas de noms qui surgissent, qui cachent, qui se tombent dans des crevasses, qui ressortent et qui sont finalement oubliés par l'histoire. On retient une personne alors qu'il y en a 10, 15, 20 derrière. Et souvent, la personne qu'on retient, on dit on ne prête qu'aux riches, c'est quelqu'un qui a un certain nombre d'inventions à son actif et qui a surtout une très forte personnalité. Et qui est un bon financier parfois, ou pas d'ailleurs. Mais qui a gueulé plus fort que les autres. Voilà. Ce qui vaut ensuite à un certain nombre de pinailleurs dans mon genre le plaisir de dire mais en fait la vérité c'est que on pense par exemple à la pasteurisation. Ça n'était pas Edison qui a inventé. J'ai dit ça encore au micro récemment, Pasteur, la pasteurisation, etc. Certes, mais s'il n'y avait pas eu Appert avant lui. Nicolas Appert, inventeur de la boîte de conserve. On dit encore appertisation. Il n'y a qu'en français qu'on dit ça. Oui. Mais la France te reconnaît. Je peux faire une petite parenthèse. La France te reconnaît mal, ses inventeurs. La tombe de Nicolas Appert est à côté d'ici, au cimetière du Trocadéro, et elle tombe en ruine. Elle tombe en décrépitude et la famille n'a pas les moyens de remettre le marbre au goût du jour. Lançons un appel, une subvention pour qu'on reconnaisse enfin nos glorieux inventeurs et qu'on réhabilite un petit peu le marbre de la tombe de Monsieur Appert. Ben voilà, très bien. Lançons même une souscription pour la restauration de la tombe de l'inventeur de l'appertisation, c'est-à-dire de la conservation des éléments par le vide, hein, c'est ça boîte de conserve. Hein. Oui. Il faisait d'abord dans des bocaux en verre qui s'appelle encore, comment s'appelle-t-il? On fait les confitures dedans. Le miracle, le parfait. Et après, il a fait la boîte métal. Donc voilà une chose, par exemple, un exemple d'invention qui va modifier totalement la vie quotidienne de chacun. Ça aussi, toutes les inventions n'ont pas la même portée, elles n'ont pas toutes la même force. Certaines passent quasiment inaperçues, d'autres bouleversent et révolutionnent les choses. La carte à puce, qui est une invention française, a bouleversé absolument tout. Et comment ça s'appelle ? Moreno. On peut dire qu'aujourd'hui, elle est omniprésente dans notre quotidien. Les toutes premières fois, c'est le titre chez Albin Michel d'une sorte de petit, j'allais dire de bréviaire. C'est un petit recueil dans lequel on nous raconte, justement, c'est Fabrice Devos qui est l'auteur de ce livre. Il nous raconte l'irruption de chaque invention, à chaque fois que quelque chose se fait pour la première fois. Notion extrêmement occidentale, ça, puisque ça suppose que l'on ait une conception très linéaire de l'histoire, avec un avant, un après, et avec un progrès. Il faut aussi que l'invention, une fois qu'elle est née en prototype dans le laboratoire de l'inventeur, trouve ensuite un écho. En gros, qu'elle corresponde à un besoin ou une envie. Si vous inventez un petit peu trop tôt, c'est un ratage complet. Et donc, on peut dire que chaque innovation qui réussit correspond à son époque. Montre-moi ce dont tu as envie, je te raconterai. Du coup aussi, certains inventeurs ont en gros un métro de retard. Je m'explique. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps, j'ai suivi depuis très longtemps le concours Lépine. Une phrase importante, c'est que beaucoup des inventeurs du concours Lépine sont des personnes âgées. Et quand elles sont à la retraite, elles inventent des trucs qu'ils ont fabriqués dans la jeunesse. Exemple, dans les problèmes des années 40, il y avait l'hygiène. C'est fou ce que dans les 60, 70, on a vu des produits d'hygiène, des trucs absolument barjots. On a vu le début de l'électronique. Il fallait que ça mûrisse en quelque sorte. Il fallait que ça mûrisse. Ouais. On a un métro de retard. On a vu dans les progrès de l'électronique dans les années 50 et 60, eh bien, c'est 70, 80, 90, on voit encore de l'électronique alors qu'on est passé au circuit imprimé depuis très longtemps. Et on voit en ce moment beaucoup de trucs d'économie d'énergie parce qu'on est frappé depuis 10 ans ou 15 ans par les problèmes depuis 73, le premier choc pétrolier et l'écologie maintenant, on voit des produits qui sont certes intéressants, mais un petit peu quand même comme une mouche du coche, comme une cinquième roue du carrosse, presque proche de l'inutile. Donc rigoureusement indispensables, parce qu'ils sont totalement inutiles, comme la poésie, comme la radio. Ce comme sont la des musique. poètes, les inventeurs, finalement. Oui. Ils veulent changer la face du monde. Ils veulent améliorer le quotidien.
Ils font pas d'enfants, ils font pas de musique, ils font pas de livres, ils font une invention, mais c'est aussi beau. Non, mais on peut faire et une invention, c'est quelque chose qui va changer la face du monde. Et ils ont l'impression que le monde va être meilleur demain. Il y a cette notion de progrès derrière. Oui, une notion de fécondité. Oui. Alors, et quelquefois, c'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable. Mais vraiment, on en a besoin comme de la poésie, comme de la musique. cette notion de progrès, Sven Ortoli, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Elle est fondamentale, elle est sous-jacente, évidemment, dès qu'on parle d'invention et de technique, mais c'est une notion qui nous appartient, c'est une notion qui est très spécifiquement occidentale. Très spécifiquement, oui. C'est une notion qui nous a conduit à dominer au 19e siècle et au 20e siècle et disons une partie du 20e siècle à dominer le monde. Tout ce qui conduit à la période coloniale est une poursuite, une chasse au progrès. Donc chasse aux investissements nouveaux, chasse aux terres nouvelles, soif de curiosité, soif de richesse. Enfin, il y a tout dans cette notion. Nous nous consacrons en grande partie ici à l'histoire occidentale. Hier, pour vous donner une idée, on parlait de l'exposition coloniale de 1931 où l'on présentait énormément d'horizons nouveaux. Et demain, nous parlerons, à l'occasion du 800e anniversaire de Reims, nous parlerons de la construction des cathédrales. Et Dieu sait que le progrès et la technologie y ont eu une part immense. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes en public, vous allez l'entendre, Julia. Voilà. Ah, ça me rassure. Donc au cœur de cette foire de Paris, alors vu par Boris Vian, le progrès ressemble à un inventaire à la Prévert, Sven Ortoli. Oui, non seulement c'est un inventaire à la Prévert, mais Boris Vian, il est en plein déjà dans cette première critique remise de en question, cette remise en question de cette notion de progrès. Progrès, c'est quoi? C'est une flèche qui va du passé vers le futur et qui dit, en gros, progrès technique, mais voilà, il y aura, et on attend le progrès moral. Voilà. On se dit l'homme sera bien meilleur. Tout le XXe siècle dit le contraire. Donc, c'est une forme d'enlisement dans la matière. Alors je vois évidemment Jérôme Bonaldi faire une énorme grimace. Non, parce qu'il y a une phrase dans la chanson de Boris Vian, c'est « Et nous serons heureux ». Oui, le but, c'est quand même d'être heureux. Et les enfants ont des jouets. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, des jouets? Les jouets pour adultes, qui sont la liste que vient de donner Boris Vian. Des machins, des armoires à cuillère, des tableaux en fer, etc. etc. On a le droit de s'amuser, de jouir un petit peu de la vie. C'est vrai qu'elle est triste, donc amusons-nous avec des jouets. Et en même temps, en disant ça, vous ne faites que renforcer cette image du savant cosinus et du géotrouve-tout, évidemment, du grand enfant qui s'amuse. Je vais repasser la parole à Sven, directeur de la collection Philosophie. C'est quoi le progrès? Mais est-ce que les applis, par exemple, on rêve tous, les applis sur l'iPhone, c'est des jouets, c'est des inventions des temps modernes. Simplement, c'est un peu de technologie, c'est immatériel, mais ça nous amuse. Jérôme fait de la rhétorique sur mon dos, il me fait passer pour le vilain pourfendeur du progrès. Non, le philosophe, l'intelligent. Pas du tout. Moi, je m'amuse avec des trucs, des gadgets qui doivent d'ailleurs au concours Lépine. C'était un vendeur français qui fabriquait des petites tours Eiffel et des statues de la liberté et qui vendait en miniature et qui vendait ça aux États-Unis, qui s'appelait Monsieur Gadget. Monsieur Gadget, même. Et qui s'appelait Gadget aux États-Unis. Les Américains, ils l'ont prononcé à leur façon, en fait. Oui. C'est devenu le gadget. Alors, pour sortir du gadget, justement, et pour rendre au progrès toute la noblesse que Jérôme Bonaldi lui-même lui reconnaît, il faut peut-être revenir aux grands inventeurs, au père même de la notion de progrès d'invention. Le premier auquel on songe, évidemment, c'est Archimède. Eureka, Archimède. En fait, on songe aux Grecs immédiatement, et Archimède, c'est le premier d'entre eux parce qu'il est à la fois le grand mathématicien, mais il est aussi un type extrêmement rigolo. C'est un homme politique. Enfin, c'est un homme politique. On sait en réalité très peu de choses sur sa vie, sauf qu'il était proche du roi de Syracuse. Ce qui, à l'époque, c'était pas rien. C'est un personnage, il faut dire, qui est quasi mythologique, qui a une forte dimension légendaire, évidemment. De toute façon, tous les personnages, d'Archimède jusqu'à aujourd'hui, quasiment, deviennent à un moment ou à un autre mythologiques. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, d'ailleurs, reconstruisent, ceux du XXe siècle, reconstruisent leur histoire. Quand on leur demande quand ils ont découvert, leur invention, évidemment, en général, ils s'en souviennent pas, mais ils finissent par reconstruire une histoire pour dire « Ah tiens, Moreno raconte que c'était un matin en fumant un joint. »
Il a découvert la carte à puce. Kekulé, un grand chimiste, dit ça, c'est en prenant l'autobus. Ils ont tous une petite histoire de reconstruction. La pomme de Newton. Pour revenir au début, oui, Archimède, entendons-nous, c'est encore une fois le grand mathématicien, mais c'est aussi le précurseur des ingénieurs. C'est lui qui invente des machines de guerre entre autres pour protéger sa ville et pour assaillir celle des autres. Mais il invente la vis sans fin. Enfin, c'est un type absolument prodigieux qui représente un esprit qu'on va retrouver, celui d'Alexandrie. Et vous le dites vous-même, il invente des machines de guerre. Il faut savoir que pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle au moins, et ça n'est peut-être pas d'ailleurs dépassé ce que je dis aujourd'hui, une grande partie des inventions étaient destinées à la stratégie et à l'art de la guerre. On cite toujours Léonard de Vinci comme le grand inventeur. Alors il aurait eu l'intuition de l'hélice, de l'hélicoptère, il aurait inventé la climatisation, enfin de très loin, mais il en aurait eu, disons, à chaque fois il a l'intuition de tout ça. C'est un peu comme Jules Verne, on lui prête beaucoup finalement, puis on se rend compte que... beaucoup, parce que Léonard, c'est un grand vulgarisateur. Mais ce qu'il y a d'incroyable avec Léonard de Vinci, c'est que lorsque lui-même se présentait, que ce soit devant le duc de Milan, chez les Sforza, que ce soit devant le pape à Rome, etc., il se présente toujours comme ingénieur militaire, et quand on lui demande que faites-vous, je fabrique des armes. Parce que c'est la seule façon. Voilà, qui paye, qui donne l'argent. Mais sur cause et conséquences, la guerre, je pense qu'on n'invente pas pour la guerre. On invente comme ça, on trouve un salaire, parce que les militaires ont de l'argent. Mais c'est la guerre elle-même qui fait faire les inventions. Alors ça aussi. La guerre de 14 fait faire des progrès à l'aviation. Avant, on n'en a pas besoin, donc on n'invente rien là-dessus. Mais on raconte que quelques mois avant le déclenchement des hostilités en 1914, on présente au général Gallieni les nouveaux avions qui vont devenir tellement, les aéroplanes devrais-je dire, qui vont devenir tellement importants à partir de 1915. Et il dit, c'est une invention sans lendemain. Oui, mais alors, il a quand même une excuse, parce qu'un type aussi grand que Lord Kelvin, qui est un des plus grands physiciens du 19e siècle, dit quelques années avant, il est assez âgé à ce moment-là, il faut se méfier des gens âgés dans ces cas-là, quand ils font des formules définitives, il faut dire que ça ne marchera pas. Il dit, il est plus lourd que l'air, ça ne marchera jamais. Et évidemment, un an plus tard, les frères Wright... Le grand patron d'IBM dit un ordinateur personnel, mais jamais personne n'aura besoin d'un ordinateur chez soi à la maison. Enfin, c'est stupide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le saut dans l'invention matérielle et technique, il faut aussi avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour accueillir cette innovation et pour lui donner substance. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Interdiction de me déranger. Dans mon garage enfermé à clé. La cervelle en ébullition. Je me livre à ma seule passion. Je passe mes jours, je passe mes nuits devant des tas de gribouillis. Cette année je vais frapper très fort. Je suis sûr d'être médaille d'or au concours l'épine. C'est bien plus facile que la cuisine à l'huile. Le concours l'épine. Et c'est bien plus meilleur que la peinture au beurre. J'ai mis au point pour vous épater la montre à pile qui peut se remonter. Et puis vous allez tomber raide. Un robinet qui fait de l'eau tiède. J'étudie aussi dans ma tête un projet qui est vraiment pas bête. C'est un fil entre deux bouts de bois pour couper le beurre sans mettre les doigts. Concours l'épine. En 1983, le groupe Odeur chantait ce titre, le concours l'épine, Franck. Et oui, le concours l'épine, nous y sommes en plein aujourd'hui. Nous parlons d'inventeurs, d'inventions. Ce que j'aimerais que nous fassions, c'est de thématiser un peu les choses. D'abord, il y a ces inventions qui vont dans le sens de l'observation, des instruments qui permettent de voir ce qu'on n'avait jamais vu avant. Les télescopes, les microscopes. Les chambres à bulles, par exemple, au début du siècle, qui permettent de voir les premières particules, les premiers atomes. C'est extraordinaire. 1911, les rayons X. C'est quand les rayons X? Ça date de quand le rayon X? C'est monsieur Wilhelm Röntgen. 1897 de tête, comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est très marrant parce que là, ça n'arrive pas par hasard, encore une fois. Et c'est vrai qu'il a un trait de génie. Enfin, il est génial parce qu'il s'occupe d'une certaine façon de regarder comment est-ce qu'on peut faire des rayonnements. Et il trouve ces rayons qu'il ne sait pas comment ça s'appelle, donc il les appelle X parce que ça fait un peu mystérieux. Mais il ne voit pas à quoi ça sert au début. Röntgen, il est là, il se dit, bon,
Ça peut servir, ah oui, je sais, un truc de cirque. Comme ça, on verrait dans le porte-monnaie qui est fermé s'il y a encore de l'argent dedans. Il n'a pas du tout compris que ça pouvait servir. Regardez si votre os était cassé à l'intérieur. Souvent, les inventions ont une première utilisation foraine, notamment chez les illusionnistes, hein, chez les magiciens. En fait. Oui, absolument. Et par ailleurs, parmi les grandes inventions qui vont aller bouleverser le monde de la magie, à la fin du 19e, il y a le cinéma qui change complètement la donne. C'est-à-dire le cinéma lui-même enfant de la photographie, etc. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, cette capacité à fixer l'image par la lumière. Il y a des instruments d'exploration aussi, exploration du monde marin, exploration, ça jouait un rôle essentiel dans la connaissance. Essentiel, évidemment, à travers. Alors, il y en a tellement. Il y a Cousteau qui a sa manière avant-guerre avait inventé. C'était Picard avant lui. Alors, Picard pour le bathyscaphe, évidemment, pour aller explorer les Mariannes, explorer les grandes fosses. En fait, on a des tas d'instruments d'observation. Tout le 19e est parsemé de ça. Le 19e et le 20e, bien sûr. Le 20e surtout pour tout ce qui concerne les télescopes, chambres à bulles. Et plus tard, d'autres types d'instruments d'observation qui sont le laser. Au départ, le laser, ça va servir à aller mesurer les choses dans les atomes, à aller regarder comment ils réagissent. Et puis après, c'est devenu ce que vous savez, c'est-à-dire un instrument qu'on retrouve absolument partout. Et puisque vous parlez de choses qu'on trouve absolument partout, on pourrait dire un mot de l'électricité quand même, peut-être. Ah, l'électricité. Oui, on la retrouve partout. Alors ça, d'abord, c'est la grande, la grande héroïne de l'Expo universelle au tout début du siècle. Et puis elle est marquée par des personnages absolument hallucinants. C'est-à-dire tous les grands personnages, ceux qu'on raconte à nos enfants parfois. Benjamin Franklin, d'abord, qui est censé se balader avec son parapluie pour attirer la foudre. Bon, il a eu de la chance. Hein. Qui a eu de la chance. Mais on a toute cette série de gens qui aboutissent. Il y a Nikola Tesla, Edison, dont on parlait tout à l'heure. Edison reçoit un jeune homme, un jeune Serbe au début de. Il faut dire en 2 mots quand même qui est Edison. Oui. Alors on a tous les inventeurs de la radio, les inventeurs tous ceux qui vont tourner, alors Marconi, Edison, tous ces grands noms de l'invention américaine sont des noms de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et donc, à la fin du 19e, on a ce jeune Serbe absolument génial qui s'appelle Nikola Tesla, qui va connaître un destin tragique. Ça le rend encore plus sympathique. Évidemment, en tout cas, ça permet d'avoir une histoire. Et qui débarque aux États-Unis, qui va voir Edison, qui lui propose ses services et qui se dispute avec lui au bout de 3 semaines, 1 mois, très rapidement, parce que Edison ne tient pas ses promesses en termes d'argent. Il le quitte. Edison, lui, l'a choisi pour alimenter en électricité. Pardon de ce long détour, mais la ville de New York, il a choisi d'utiliser du courant continu. Et Tesla, lui, c'est l'homme du courant alternatif. Et évidemment, entre le continu et l'alternatif, il y a un monde, parce qu'avec l'alternatif, vous pouvez transporter de l'électricité. Avec le continu, ça se perd tout de suite. Il faut construire d'immenses centrales tous les 3 km quasiment, quoi. Donc, Tesla invente ça. Ça va être. Et ce qu'il y a de prodigieux dans son histoire, c'est que ça va être. Il a tellement d'idées farfelues ou pas, d'ailleurs, des idées sur. Il est censé avoir inventé un rayon de la mort. Il est censé avoir inventé des machines à faire des tremblements de terre. Il a laissé. Je dirais que c'est ça qui est fort chez lui. Il a laissé une histoire qui perdure aujourd'hui et qu'on retrouve chez tous les inventeurs du concours d'épines. C'est-à-dire l'idée qu'à un moment ou à un autre, on va tomber sur un truc absolument fabuleux et éventuellement un truc qui permet de jouer au démiurge. Jérôme Bonaldi. Ils ont quand même un grain, hein, les inventeurs. En général, ils sont un peu, ils sont pas comme nous, quoi. Ils sont un peu dérangés. Jérôme n'a pas de grain, vous avez remarqué, bien sûr. Mais où on leur trouve un grain. Et d'ailleurs, quelques-uns finissent, je crois vraiment, bord-cadre. Newton, il finit Barjot, hein. Tesla, en particulier, lui, il pense aux rayons de la mort, les ondes telluriques, les nœuds de Rodney, etc. Le père Rocard, il faisait des trucs. On était plutôt proche de l'alchimie que de la science. Yves Rocard, le père de Michel. Nous revenons dans un instant sur toutes ces affaires et sur l'ouvrage que vous venez de préfacer, Jérôme Bonaldi. En attendant, je vais envoyer la publicité de ce geste auguste et conquérant qui vous a, je crois, beaucoup plu. La technique en particulier l'obsédait littéralement. Alors Sven Ortoli, il faut dire que les dernières inventions, celles qui sont, je dirais, postérieures aux années 50, sont tellement plus difficiles à comprendre par le public qu'on a tendance forcément à s'en désintéresser un peu, parce qu'on n'y comprend plus rien. On sait même pas. Des découvertes majeures sont faites que notre niveau scientifique général ne permet pas de suivre, tout simplement. Alors oui et non, parce que d'une part, moi il y a des découvertes au 19e, au 18e, auxquelles, pour les comprendre, il faut avoir un bagage
bagage qui est Aussi, énorme. oui, c'est En vrai, réalité, il y a tout de même, évidemment, un changement fondamental dans les années 50, c'est que c'est l'industrialisation de la science. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça y va, quoi. Il y a des inventions tout le temps. Et donc le temps de s'adapter à l'une, vous êtes déjà passé à 10 autres. Alors après, il y a une question de vocabulaire, et puis des inventions qui vont au cœur de la matière, tout ce qui touche à ce qu'on appelle la mécanique quantique, et d'où relèvent des inventions qui sont, c'est le laser, c'est la carte à puce, à une époque c'est les hologrammes, c'est tout ce qui relève de l'électronique, fondamentalement tout ce qui nous entoure vient en grande partie de cette nouvelle physique, sans parler, et j'ai même pas évoqué tout ce qui vient de la biologie aujourd'hui, et des manipulations, et du fait qu'on est capable de toucher, non seulement de manipuler les petits atomes, mais aussi de bouger au cœur du vivant. Donc tout ça fait que on a une distance avec la science aujourd'hui qui est probablement plus grande. C'est-à-dire peut-être aussi qu'avant, il y avait des grands récits. Et oui, il y avait c'est ça. Il y avait Jules Verne, il y avait Wells, il y avait des... Alors, il y a quand même... qui sont des médias. Il y a toujours des vulgarisateurs et des passeurs, hein, évidemment, Jérôme Bonaldi. Il y avait l'école aussi qui est importante. Oui. Aujourd'hui, quand on demande, même à des bacheliers, comment il sait votre grille-pain que c'est prêt, la baguette, et que ça sort automatiquement? Ça marche comment? Ça marche comment l'allume-cigare? Comment est-ce qu'il fait pour sortir de votre voiture là quand c'est chaud? Comment ça marche la LED? Des choses aussi simples. C'est quoi le lait homogénéisé? Toutes ces choses de la vie courante, on ne les apprend pas, on ne les apprend plus. Il y a Internet, mais il faut faire un effort, et c'est pas évident. Vous avez préfacé chez Flammarion 1001 inventions qui ont changé le monde. Oui. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de 1901, qui est la première année du concours Lépine, je me suis amusé à regarder quelles étaient les grandes inventions de 1901. C'est passionnant ce livre, hein, c'est incroyable. La chaîne de montage, ça c'est pas rien, ça révolutionne complètement le travail. Le mécano. Alors ça, c'est un jouet, enfin un jeu. Hein, la radio... Ça a créé des générations entières d'ingénieurs et de gamins qui ont dit « quand je serai grand, je ferai des travaux publics ». Toujours en 1901, la radiothérapie, ça c'est la réponse à ma question de tout à l'heure sur le rayon X, hein, finalement. Oui. La lame de rasoir jetable également en 1901. Monsieur Gillette. Eh oui, ça on aurait pu penser que c'était beaucoup plus récent. L'appareil photo Brownie. Alors ça, c'est en fait c'est un appareil photo qui peut être utilisé. C'est une boîte tout simplement que n'importe qui, Monsieur Tout le Monde en quelque sorte, peut utiliser. Avant, les appareils photo étaient réservés à des professionnels et c'était toute une cérémonie que de prendre une photo. Le café instantané en 1901 également, beaucoup moins sympathique le lance-flamme. Juste un instant. Lyophilisé, vous savez comment est-ce qu'on fait maintenant le lyophilisé? Non. Voilà, personne ne sait et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est dommage. Le petit train électrique en 1901, c'est la première fois qu'on fait un train électrique pour le public, encore une fois, ça existait pour les professionnels. L'émetteur radio, ça nous concerne au tout premier chef, 1901. La lampe à vapeur de mercure, l'aspirateur électrique, nos fameux aspirateurs qui circulent dans les appartements, et bien cet aspirateur, il date de 1901. C'était pas beau à voir à l'époque. Non, c'est vrai, il est effrayant, il fait peur. Il y a la photo, là, c'est horrible. Le zoom évidemment, hein, des appareils photo. Ça fait énormément d'inventions, tout ça dans la même année 1901, et on se rend compte que ça n'est pas une exception. Hein, des découvertes aussi majeures, finalement, émaillent quasiment chacun des millésimes, Jérôme Bonaldi. Oui, chaque époque a besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? Nos inventions, c'est beaucoup plus des inventions de service. En gros, on est passé du secondaire au tertiaire, et ce qu'on invente, c'est le Facebook, ce qu'on invente, c'est Google, ce qu'on invente, c'est un peu plus immatériel. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même des vraies inventions. Google est une invention, Facebook est une invention, Twitter est une invention. Est-ce qu'on pourrait presque parler néanmoins d'une invention au deuxième degré quasiment? C'est-à-dire qu'on n'est plus là, on n'est pas dans le... Oui, au deuxième degré, dans le deuxième monde, on va dire, parce que c'est un peu dans le virtuel, mais c'est une invention, c'est prodigieux, quoi. C'est autant de, en fait, parce que les inventeurs, ils vont où? C'est moins matériel. Ils vont là où ça les moins excite. Matériel. Et les inventeurs, je parle évidemment des jeunes inventeurs, parce qu'en général, d'une manière ou d'une autre, c'est tout de même plutôt des gens jeunes qui vont innover. C'est peut-être une des différences avec le concours. Mais l'immense majorité des inventions, je voulais le dire quand même, c'est quand même dans les universités et les entreprises. C'est là où il y a évidemment le bon environnement, le bon tissu, la bonne couveuse. Le berceau à un moment ou à un autre, oui, c'est la fac, c'est le labo, c'est la recherche. Hein. Oui, c'est les R&D. La R&D de Toshiba, la maison mère, fait plus à elle toute seule de dépôts de brevets que la France entière. Aïe, aïe, aïe. Bon, dans le dépôt de brevets, il n'y a pas des inventions, il y a une façon de se protéger. On
fait de la pinaillerie juridique de façon à ce que les autres vous copient pas. Ça c'est une sacrée aventure aussi. Hein, oui. La réalité des entreprises, mais aussi, et du CNRS. Du brevet, voilà, il y a plein d'endroits. Merci infiniment. Donc les 1001 inventions qui ont changé le monde, c'est préfacé par Jérôme Bonaldi chez Flammarion. J'ai cité votre dernier ouvrage, Sven Ortoli, c'est bien le dernier, La baignoire d'Archimède. Petite mythologie de la science aux éditions du Seuil. Oui. Je vais faire une page de pub pour Sven. Il a écrit, si vous connaissez rien à la mécanique quantique, il a écrit un très très beau bouquin sur la mécanique quantique. Vraiment, c'est formidable. C'est très très bien, on comprend tout. Voilà, c'est fondamental. Sur les poissons solubles en particulier. Nous sommes tous à cette tribune des vulgarisateurs et nous nous en faisons un honneur. C'est fondamental de pouvoir transmettre, c'est donner un goût pour le futur et donner un goût pour le passé. Donc il n'y a pas mieux. Mais non, mais c'est partager le plaisir. C'est partager le plaisir. Les inventions, c'est comme les histoires drôles. J'ai 50% du plaisir quand on me la raconte, quand je comprends, et 50% de plaisir derrière, c'est de raconter l'histoire drôle. Tu connais l'histoire de ça fait partie du plaisir. Les inventions, c'est pareil. Pourvu qu'il y ait encore des inventeurs, ils nous font le triple des synapses. Ils nous fabriquent de l'endomorphine, la seule drôle qui soit encore légale. Et je pense que samedi, à la remise des prix du concours Lépine, il y aura beaucoup de gens qui viennent aussi pour se faire plaisir, précisément. Vous êtes conseiller de la rédaction du magazine Philosophie, Sven Ortoli. Je dois dire que je me suis plongé dedans ce matin. Je me suis dit, je vais jeter un œil comme ça pendant 5 minutes pour voir, et j'en suis ressorti 2 heures plus tard. Hein, donc j'en suis ravi. Achetez-le, c'est vraiment passionnant. Vraiment, c'est bourré de grandes questions. Évidemment, c'est un magazine philosophique, mais de questions qu'on se pose réellement. C'est sur le nucléaire cette semaine, c'est ça ? Oui, c'est la couverture en tout cas. Les toutes premières fois, comment tout ou presque a commencé, c'est un ouvrage de Fabrice Devos chez Albin Michel. Et puis j'ai feuilleté, là pendant que nous parlions pendant cette émission, j'ai feuilleté une espèce je dis une espèce parce que ce n'est pas un livre traditionnel, c'est sous une forme très extrêmement ludique. Il y a là-dedans toutes sortes de paperoles, de documents, d'affiches, etc. C'est formidable, c'est un pop-up, exactement. Ça s'appelle Les génies et leurs grandes inventions, et je tourne ça dans tous les sens pour chercher l'éditeur. Je n'en vois pas, mais en tout cas, Les génies, le courrier du livre, voilà, Les génies et leurs grandes inventions. Je tenais à profiter des 30 secondes qui me restent pour remercier les équipes techniques d'Europe 1 qui, depuis 5 jours, ont été extraordinaires. On fait ces émissions ici quasiment comme si on était dans les studios de la rue François 1er. Et pour vous remercier, vous, cher public, qui êtes venus très nombreux, qui avez été extrêmement attentifs et qui nous avez portés littéralement pendant une semaine, je vous propose de vous applaudir vous-même.